Bonsoir à tous. Ce soir, c'est notre troisième conférence du cycle 2019 du Disrupt Campus. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir trois experts du droit avec le président de l'incubateur du barreau de Lyon, Monsieur Alexis Chabert, Maître Alexis Chabert, qui se présentera un peu plus avant, avec Maître Gérald Sade, avocat fondateur du cabinet Shift, et Maître Pierre-Michel Moitot, chef de projet Legal Pilot. Ce soir, ils vont traiter pour nous la transformation numérique du droit par la technologie, enjeux, solutions et perspectives. Et après leur exposé, ils vous attendent sur de très nombreuses questions. Je vais peut-être commencer effectivement pour vous présenter ce que fait le barreau de Lyon en matière de nouvelles technologies, en matière d'innovation. Donc moi, ça fait maintenant 15 ans avec toi, Gérald, puisqu'on a prêté serment la même année, je crois, en 2004, que j'exerce le métier d'avocat. Et en 15 ans, il a beaucoup évolué. Et depuis maintenant 3 ans, je suis membre du Conseil de l'ordre du barreau de Lyon. Et je préside la commission Innovation Exercice du droit. Et dans cette commission, nous avons notre incubateur du barreau, où on essaye de pousser les projets Legal Tech portés par des avocats. Avant de vous présenter l'incubateur du barreau, je voudrais vous présenter le cheminement qu'a fait le barreau de Lyon et d'autres barreaux de France en matière d'innovation, puisque j'ai présidé pendant très longtemps ce qu'on appelait la commission exercice du droit. Pour ceux qui sont juristes ou pas juristes, en 2 mots, il faut savoir que le marché du droit, aujourd'hui on parle de marché du droit, mais il y a encore 5 ou 6 ans, c'était un gros mot dans la bouche des avocats, et on se faisait vilipender par un certain nombre de confrères lorsqu'on osait parler du droit comme d'une marchandise. Mais bon, on en est venu quand même à évoluer dans nos pratiques. Mais à l'origine, le marché du droit est défini par une loi assez ancienne de 1971, qui détermine qu'il y a un certain nombre de prestations qui sont réservées à un certain nombre de professions réglementées. Et donc la commission exercice du droit que j'ai présidée pendant très longtemps faisait de la chasse à ce qu'on appelait les braconniers du droit. Donc c'est vous dire si on avait une vision assez sectaire, il faut le dire un peu comme ça, de notre marché et de notre outil de travail. On a compris, à force de voir arriver de ce qu'on appelait les legal tech, ce qu'on appelle aujourd'hui communément des legal tech, qu'on ne pouvait plus raisonner comme on le faisait avant, les avocats qui livraient des prestations juridiques, ou les notaires, ou les huissiers de justice, et interdire à tous les autres professionnels, tous les autres j'allais dire businessmen, de vendre des prestations juridiques parce que ça nous était réservé par une loi. Donc on a considéré qu'il fallait réagir, parce que si ces gens étaient venus sur ces marchés du droit, c'est parce que nous autres professions réglementées, nous n'avions pas su faire évoluer nos pratiques et répondre aux besoins de nos clients. Clairement, aujourd'hui, nos clients, la manière dont on vendait nos prestations juridiques n'était plus en adéquation, bien souvent, avec les besoins de nos clients et la manière dont ils avaient de consommer, encore un gros mot dans la bouche d'un avocat, de consommer du droit. Et donc on a réfléchi, on s'est dit, on peut continuer à défendre notre périmètre parce qu'il a une vraie justification sur des règles déontologiques, et si aujourd'hui on doit considérer que le droit n'est pas une baguette de pain, il n'en demeure pas moins qu'on doit pousser nos confrères à évoluer et à se digitaliser et à faire en sorte d'être en capacité de répondre aux nouveaux besoins de nos clients et des justiciables en général. Et donc on a décidé de créer cette commission, enfin de fusionner 2 commissions, la commission innovation et la commission exercice du droit, pour en faire une commission innovation et exercice du droit, pour dire finalement à nos confrères autant qu'au public que le périmètre qui était le nôtre n'était pas un périmètre immuable et qu'il fallait évoluer, que l'on avait su évoluer, parce qu'on a des gros enjeux de communication au sein du barreau pour faire savoir au plus grand nombre que les avocats ne sont pas une profession de gens poussiéreux et de nantis, et qu'ils savent aujourd'hui s'adresser au public qui est leur, à leur clientèle, de manière moderne, avec des outils modernes, et qu'ils savent même les développer. Et donc c'est très vite, je crois que la commission a été créée maintenant il y a 3 ans, en janvier 2000, ça devait être 2016 ou 2017, et dans les 3 mois qui ont suivi la création de cette fusion, enfin suivi la fusion de ces 2 commissions, on a créé un incubateur.
Alors l'incubateur, c'est là aussi encore un autre gros mot pour la profession d'avocat. Qu'est-ce que peut bien faire un incubateur d'avocat ? Eh ben, on est parti du constat suivant, c'est que dans la presse spécialisée, pour ceux qui la regardent un petit peu, ou même dans la presse grand public, on opposait souvent les professions réglementées et les avocats aux legal tech. Et on disait, regardez ce que font les legal tech, elles sont en train de disrupter le marché du droit, elles proposent des solutions que les avocats ou les notaires sont incapables de proposer. Et nous, notre volonté, le message que l'on voulait passer, c'est pas du tout. Nous devons être nous-mêmes avocats, les premiers créateurs de Legal Tech. Et pour ce faire, puisque ce n'est pas dans l'ADN d'un avocat de créer une Legal Tech, il faut accompagner nos confrères qui ont des idées, qui sont innovants, parce qu'il y en avait déjà. Hein, il y a beaucoup de confrères, et vous en avez deux à mes côtés, qui pourront parler de leur expérience. Mais donc on s'est dit, il faut leur donner les moyens de développer leurs projets dans le cadre d'une déontologie qui reste forte, mais qui permet effectivement de faire évoluer nos pratiques. Donc on a lancé cet incubateur il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec l'espoir de motiver les confrères. Et on n'a pas été déçus, puisque dès la première année, on a eu 4 projets incubés, donc 4 projets portés par des confrères. Et en ce début d'année, on en est à 9 projets incubés 9 projets incubés portés par des confrères, ce qui démontre que le barreau de Lyon, mais plus généralement la profession, s'est évolué, et qu'il y a un certain nombre de confrères qui ont su prendre le virage numérique, ou qui ont su intégrer la révolution numérique, comme on veut bien l'appeler, peu importe les termes. Mais l'idée sous-jacente à tout ça, c'est de permettre à nos confrères de se mettre finalement en capacité d'intégrer un marché du droit qui est devenu beaucoup plus compétitif qu'avant, avec des acteurs qui sont très innovants, qui sont certains pourraient les qualifier d'agressifs, mais peu importe, qui proposent des solutions qui plaisent à nos clients. Et si ces solutions plaisent à nos clients, à nous de faire en sorte de les développer nous-mêmes et de les proposer nous-mêmes à nos clients. Donc c'est ce constat qui nous a fait évoluer en l'espace de quelques années, hein, puisqu'il y a encore, quand je parlais de gros mots tout à l'heure, hein, il y a encore 5 ou 6 ans, lorsque je parlais du marché du droit au Conseil de l'ordre du barreau, je me faisais sortir du Conseil de l'ordre comme si j'étais un espèce de Satan. Et aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, au Conseil de l'ordre auquel je participe tous les mercredis matins, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs et qui n'est pas incompatible avec la déontologie forte de l'avocat, le secret professionnel, l'indépendance de l'avocat. C'est-à-dire que souvent, on s'est restreint dans nos capacités de développement en se disant, mais si on va sur ce terrain-là, on va y perdre notre âme. Et la réalité, c'est pas du tout. Aujourd'hui, les legal tech, les solutions legal tech sont des outils qui nous permettent d'être plus performants. À nous de faire en sorte que ces outils restent en conformité de nos règles et usages qui ont un intérêt, c'est pas protéger notre activité, mais protéger le justiciable. Donc c'est vraiment cet état d'esprit qui nous anime. Aujourd'hui, la commission comporte une 50aine de membres actifs, et on organise un certain nombre d'événements tout au long de l'année avec 2 objectifs principaux. Faire de l'évangélisation, pardonnez-moi du terme, de nos confrères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 50 membres dans la commission d'innovation, ce qui peut paraître beaucoup, mais le barreau compte 3500 avocats. Donc 50 versus 3500, il y a encore du boulot. Et il faut faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans ce nouveau monde du droit et être en capacité finalement d'exercer son métier dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est notre boulot de faire en sorte, en organisant des séminaires, en organisant des journées de l'innovation. Hein. Le 6 juin prochain, on organise une journée de l'innovation où on vient proposer des ateliers concrets. Hein. C'est un peu ce que vous faites, vous, dans votre DU, pour dire à nos confrères, voilà comment vous pouvez faire évoluer votre métier. Et de la même manière que vous faites intervenir tout un tas de professionnels différents, nous faisons aujourd'hui intervenir non plus des profs de droit dans nos ateliers, mais des chargés de communication, des spécialistes de la communication digitale, des spécialistes du legal design. Donc on essaye effectivement de mettre nos confrères en face de gens qui pratiquent le droit d'une autre façon. On a dans ce cadre-là monté un partenariat avec l'EM Lyon, donc une école de commerce, là aussi quelque chose qui était totalement impensable il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans, puisqu'on s'est dit, nous autres avocats, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est incuber, c'est pas notre métier. Hein. On a été formés à être des juristes, on a été formés à conseiller, à faire des consultations juridiques, à plaider dans les prétoires.
on n'a pas été formé à développer des sociétés commerciales dans ce monde-là. Et donc, avec ce partenariat avec l'EM, les projets LegalTech sont en capacité d'aller participer à des programmes boosters de l'EM Lyon et en fait d'aller se confronter à une réalité de marché. Et c'est en cela qu'on progresse, c'est que voilà, plutôt que de rester entre nous avec notre vision du marché du droit, qui est forcément une vision un peu étriquée, on va la confronter à des gens qui ont une vision beaucoup plus décomplexée de ce marché, qui imaginent ce marché comme n'importe quel autre marché et qui nous réveillent un peu dans nos certitudes et dans nos visions de la pratique de nos métiers respectifs. Puisque c'est vrai que quand on parle de la profession d'avocat, c'est une profession, mais 1000 métiers. C'est-à-dire que tous les trois, on ne fait pas du tout le même métier. Moi, je fais du contentieux commercial. Tu fais du conseil en propriété intellectuelle notamment. Pierre-Michel est un peu hybride entre tous ces mondes-là. Il se présentera tout à l'heure. Mais voilà, c'est vrai que la difficulté qu'on a quand on évangélise nos confrères, c'est qu'on a à la fois des pénalistes, on a à la fois des gens qui font du droit de la famille, des gens qui font du droit des sociétés, qui font des fusions-acquisitions, des gens qui font effectivement du contentieux commercial comme moi, du pénal des affaires, etc., etc. Donc on n'a pas tous les mêmes approches de la pratique du droit, mais il n'en demeure pas moins qu'on considère qu'on est tous concernés par cette révolution digitale et qu'on doit tous révolutionner nos pratiques pour être en capacité de continuer à conseiller nos clients, à les accompagner, que ce soit dans la négociation de contrat ou dans les prétoires, de la meilleure façon possible. Alors on parle aussi, dans mon métier, on parle par exemple beaucoup de justice prédictive. Il y a tout un tas de legal tech qui se sont montés dans la justice prédictive et qui prétendent que l'on pourrait demain prévoir, prédire les décisions de justice. Tout ça fait hurler un certain nombre de confrères. Notre vision des choses, c'est non pas de hurler, par exemple, c'est de dire mais allons voir ce que ces solutions proposent. Est-ce qu'elles sont en capacité d'améliorer notre approche de la jurisprudence et de l'utilisation de la jurisprudence dans nos dossiers ? La jurisprudence, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par les magistrats en France. Et donc, l'idée, c'est de dire, si j'exploite un peu mieux l'ensemble de ces décisions de justice, je pourrais déterminer de manière un peu plus précise ce qui pourrait être la décision qui serait rendue dans une situation similaire. Et donc effectivement, ça c'est un bon exemple pour dire il ne faut pas s'opposer à ce mouvement, puisque ce mouvement est la résultante finalement d'une utilisation, enfin de la rencontre du big data, c'est-à-dire la donnée judiciaire, c'est-à-dire les décisions de justice qui sont aujourd'hui numérisées et donc qui sont dans une espèce de big bulle de données judiciaires, et des moteurs de recherche qui sont en capacité d'analyser ces données-là et d'en ressortir des informations. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, c'est totalement impossible. À nous d'essayer d'apprendre à utiliser ces données de manière intelligente. Et donc plutôt, et là aussi je tords le cou à ce que l'on a pu lire dans certains articles de presse spécialisés ou non spécialisés, ces legal tech ne vont pas remplacer les avocats. Ça, c'est une vue de l'esprit. Ces legal tech vont générer des données qui vont être utilisées par les avocats dans notre pratique professionnelle. Et au contraire, moi, j'ai tendance à penser que, contrairement aux craintes que certains de nos confrères peuvent avoir, ça va créer plein d'opportunités. Et en fait, voilà, encore une fois, ces évolutions, quels que soient les métiers, et dans notre métier, c'est tout autant le cas, ces évolutions, en fait, sont génératrices d'opportunités, de développement, de proposer de nouveaux types de services transversaux, parce que là aussi, on avait tendance à bosser en silo dans des domaines d'activité bien déterminés. On avait des cabinets d'avocats. Moi, je fais partie d'un cabinet d'avocats assez structuré, Del Sol Avocat. On a des départements hyper classiques, droit des sociétés, droit social, droit fiscal, etc. Et en fait, on se rend compte que nos clients, ces silos-là, ces silos de compétences, ça ne veut rien dire pour eux. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est avoir des sociétés de conseil qui sont en capacité de les accompagner dans leur activité. Et donc ça implique qu'effectivement, à un moment, ils ont besoin d'un spécialiste du contentieux, un spécialiste de la fiscalité. Et donc il faut que nous-mêmes, dans nos cabinets, on arrive à travailler en transversalité. Donc c'est ce que l'on apprend à faire, c'est ce que l'on cherche à faire à l'incubateur, c'est de convaincre nos confrères d'adopter de nouvelles méthodes et d'adopter de nouveaux outils.
Et évidemment, il y a un enjeu d'image essentiel, puisque là aussi, on a cru longtemps que la profession d'avocat pouvait tranquillement être en dehors du marché et ne pas se soucier de son image. Et je citerai un exemple assez éloquent sur le sujet dans un instant. Et donc, notre objectif à l'incubateur et à la commission innovation, tous ensemble, c'est de faire en sorte que vis-à-vis de vous, c'est-à-dire nos clients, nos justiciables, la profession d'avocat apparaisse comme une profession moderne qui sait pleinement répondre aux nouvelles problématiques qui se posent quotidiennement à nos clients, qu'ils soient des chefs d'entreprise, qu'ils soient des personnes physiques, dans leur vie quotidienne. Et à cet égard, moi, je retiens cet exemple. Il y a eu tout un débat sur la notation des avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur Internet, nous sommes notés. Et ça a fait déclencher des psychodrames absolument sans fin au sein des conseils de l'ordre qui se sont battus contre ça en disant mais c'est pas possible, etc. On peut pas permettre de noter des avocats comme des restaurateurs. Nous, on vend quelque chose qui est tellement plus compliqué que c'est impossible de nous noter comme n'importe qui. La Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France en matière civile, a dit mais vous êtes bien gentil, mais vos règles déontologiques que vous voulez opposer à tout un chacun ne sont pas opposables aux tiers. Si les gens ont envie de vous noter, évidemment, ils peuvent vous noter. Et donc aujourd'hui, on doit faire avec ça, ce qui est tout à fait légitime, ce qui nous paraît tout à fait légitime à nous, mais ce pourquoi on doit effectivement convaincre nos confrères, et ce qui doit nous conduire à adopter une démarche proactive à l'égard de ce marché, à l'égard de nos clients, pour dire mais non, on n'a pas peur d'être noté. On est des professionnels compétents, on a fait des dizaines, on n'est pas encore des médecins, mais au moins 5, 6, 7 années d'études. Il n'y a pas de raison d'avoir peur d'être apprécié dans la pratique de nos métiers. Et au contraire, c'est sain pour faire le ménage avec tout un tas de brebis galeuses qui peuvent exister comme dans tout métier. Donc effectivement, voilà, ça c'est assez symptomatique de cette profession qui se rétracte un peu et auquel nous on veut dire, mais n'ayez pas peur, c'est une expression un peu usitée très souvent, mais c'est vraiment aujourd'hui, tout ça ouvre des portes, des possibilités. Donc je voulais vous montrer, peut-être qu'on aura 5 minutes, il y a le site internet de l'incubateur que vous pourrez aller voir. Alors attendez, pareil, il faut faire échappe. Donc vous voyez, on s'est doté d'un logo assez agressif. Incubateur du barreau de Lyon, faites rugir vos idées. C'est-à-dire si on veut essayer de donner une image moderne de ce que l'on veut faire avec nos confrères. Et vous pourrez aller surfer, vous verrez, il y a la présentation de tous les projets incubés qui sont là, on n'est pas connecté à Internet. Je vous laisserai, vous pourrez aller voir sur le site Internet. Parmi ces 9 projets incubés, ce qui est intéressant, c'est que ça couvre tout le scope de nos métiers respectifs. Il y a des gens qui s'adressent aux gens qui ont des problématiques de droit de la famille, du droit des sociétés, tu nous en parleras, vous nous en parlerez tout à l'heure, des gens qui créent une solution de visioconférence cryptée pour essayer de recréer le lien qu'on a perdu avec nos clients, qui sont parfois très éloignés de nos cabinets et qui n'arrivent pas à pousser la porte de nos cabinets, qui n'osent pas. Et là, on s'est dit évidemment, il faut que, comme n'importe quel outil smartphone, on a tous des smartphones, il faut qu'on arrive à pouvoir communiquer, à faire des consultations en ligne. Donc il y a un confrère qui a développé une solution spécifique. Alors, compte tenu du secret professionnel qui est inhérent à notre profession et qui est véritablement un ADN de la profession d'avocat, évidemment, c'est crypté, c'est sécurisé sur des serveurs, donc avec un niveau de cryptage bien supérieur à ce que vous pouvez trouver sur d'autres applications. Donc il y a tout un tas de solutions en droit social. Je ne les cite pas tous, les gens en oublient, mais effectivement, c'est intéressant de voir que cette disruption, cette évolution, cette révolution, elle couvre tous les domaines du droit, et que dans tous ces domaines, vous trouverez des avocats qui sont en capacité de répondre à ces nouveaux besoins. Donc en fait, c'est un peu notre job, c'est de faire passer un message hyper positif d'avenir, et pour convaincre tant nos confrères que nos clients qu'on est toujours les premiers susceptibles de les accompagner dans ces révolutions qui bouleversent la vie de nos clients, quels qu'ils soient. Et si leur vie est bouleversée, on doit être en capacité de les accompagner, parce que finalement, c'est un peu ma conclusion, avant de vous passer la parole, messieurs, c'est que l'avocat, c'est son job, c'est d'accompagner les gens, quel que soit le domaine. Moi, je vois mon métier, mais en contentieux, c'est assez évident, on porte une robe, on plaide à côté de nos clients, mais en conseil, c'est pareil. On est là à côté de nos clients pour les accompagner dans un monde
où sans nos avis respectifs, ils ne sont pas en capacité effectivement d'évoluer sereinement. Et donc c'est évidemment notre job que de continuer à être en phase avec ce monde-là pour être capable de les accompagner. Moi, je vais enchaîner parce que tu m'as fait un passage de relais magnifique. C'est pas notre président pour rien. Donc je me représente pas forcément, mais tout est derrière, tout est sur le pédigré. L'introduction était effectivement très bonne parce que c'est ce qu'on essaie de faire depuis de nombreuses années. Enfin, depuis que je suis avocat, j'ai eu la chance de quasiment créer le cabinet dans lequel j'exerce aujourd'hui depuis le début. Et donc on a quasiment tout fait depuis le début. Il y a 15 ans, le cabinet ne s'appelait pas Shift, il s'appelait Roche, mais on a commencé à tout faire. J'ai même créé, c'est moi qui avais créé mon site à l'époque, vous voyez, en tant qu'avocat, j'avais créé moi-même le site du cabinet. Et je vois un de nos développeurs qui rigole parce qu'il imagine la tête que ça pouvait avoir à l'époque. Il a raison. Mais c'était déjà pour montrer l'image de ce qu'allait être ce cabinet. C'était l'ADN qu'on voulait lui donner. C'était la capacité déjà à être innovant dans la façon de communiquer, mais en plus à comprendre ce que l'on faisait. La meilleure façon de comprendre, c'est de le faire soi-même. Alors vous allez me dire, il avait drôlement du temps, cet avocat à l'époque. Oui, on avait plus de temps que de clients. Ça a changé un peu avec le temps, justement, mais on a continué à garder cet ADN-là et à toujours vouloir aller sur des modifications dans notre façon et de communiquer et de se comporter avec le client. Notamment en étant parfois beaucoup plus proche, ce qui là aussi peut faire pousser des cris à certains confrères qui veulent maintenir la distance au moins du bureau, vous voyez, lors du rendez-vous. Vous voyez, c'est le côté un peu haussmannien du cabinet d'avocats qui nous dessert parfois parce qu'on nous critique énormément sur ces aspects-là. Et les fameuses legal tech un peu agressives qu'on a eues au début étaient là à nous montrer dans des postures extrêmement orgueilleuses derrière nos bureaux laqués et à attendre avec quasiment la liasse de billets à la main vous voyez, du client. C'était comme ça qu'on était représenté. En plus, un texto, hein. Gros cigare aussi. Et donc, on nous voyait comme ça et on nous disait, voilà, c'est un grand bureau, la distance, surtout la distance, le grand fauteuil pour l'avocat, le petit fauteuil pour le client, et puis voilà, cette posture un peu écrasante. Et moi, j'ai des clients, si vous voulez, quand ils arrivent, alors je les connais bien, mais ils sont à côté de moi, du même côté du bureau. On bosse sur un mind map ensemble pendant 3 heures. Et quand ils sortent, ils savent pourquoi ils payent. Parce qu'ils voient ce qu'on a fait. Ils voient pourquoi c'est compliqué. Ils savent. Ils partent avec un cahier des charges extrêmement précis. On est rentré dans la techno. On a été très très loin avec eux. Donc après, les rapports sont complètement différents. On n'est plus dans un rapport d'ailleurs de prestataire à client. On est dans un rapport de partenaire. D'ailleurs, ça devient souvent par des amis, mais pas loin. Et c'est bien, c'est bien. C'est dur d'avoir cette posture-là, parce qu'elle est exigeante. On n'a pas le droit non plus de se planter, parce qu'en plus, ça vient des personnes que l'on connaît, donc il y a un affect. On ne peut pas le faire avec tout le monde non plus, je vous rassure. Il y a des clients qui restent des bons, gros, vrais clients, mais on arrive à avoir cette proximité-là. Et à ceux-là, je dirais qu'on leur doit quelque chose de plus. C'est-à-dire que moi qui suis dans l'IT, IP toute la journée, on voit des solutions innovantes toute la journée, et puis on est là avec nos Word. On envoie des Word, on a toujours les mêmes solutions, et puis les clients, ils nous regardent des fois, ils nous font c'est bien, mais c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Et d'ailleurs, quelque part, en creux, ils nous disent est-ce que ça ne serait pas parce que c'est lourd que c'est cher ? C'est vrai. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes si pesante dans votre façon de fonctionner qu'en fait vous perdez du temps et que vous n'arrivez pas à vous poser la question de la rationalisation de votre métier ? Et donc, bah oui, c'est cher parce que vous perdez tellement de temps qu'il faut bien payer quand même tout ça là. Voilà, faut que ça tourne. Et donc, bon, bah, c'est la vérité. Donc, il y a des gros mots effectivement qu'on est obligé de dire de temps en temps. Quand on est dans cette posture-là, c'est de dire oui, nous avocats, il faut qu'on sache se réformer, il faut qu'on se pose des bonnes questions sur notre façon de fonctionner tous les jours, là où on peut gagner du temps, là où on peut donc gagner aussi de l'argent, et puis en transparence, en faire gagner à nos clients. Parce que pour le coup, si on ne le fait pas, on a vu que les legal tech
qui ont été les premières sur le marché, qui n'étaient pas des legal tech d'avocats, elles n'avaient pas de honte à dire nous, on va casser les prix parce que en fait, nous, on enlève tout ce qui justement est du décorum et qui ne sert à rien. Et on va aller à l'essentiel et vous allez voir que le droit, c'est pas si compliqué, c'est même super simple. D'ailleurs, c'est tellement simple qu'on n'a pas besoin d'avocat. Bon, là où on est fort, je pense, c'est justement qu'on peut démontrer qu'on a besoin d'avocats. Et surtout qu'on peut faire les choses avec des outils plus évolués et tout en conservant un très bon niveau de qualité. Donc c'est le but de la recherche. Alors ça peut passer par des petits trucs. Je vous disais, plutôt que de prendre des notes sur du papier, voilà, je me suis mis il y a longtemps à l'iPad. Maintenant je suis sur OneNote, il y en a qui n'aiment pas, je fais de la pub pour Microsoft. Je me suis mis à du mind mapping et puis à du partage, à des outils collaboratifs. Ça passe par des petits trucs. Mais c'est de la rationalisation et à chaque fois on gagne, on gagne, on gagne. Après la question évidemment, mais c'est une question de modèle économique, c'est de savoir à qui on fait gagner de l'argent. Est-ce que c'est à nous qu'on fait gagner de l'argent ou est-ce que c'est aux clients? Bon, ça à la rigueur, c'est le marché qui le décide. Si on est très bon, je pense qu'on peut augmenter sa rentabilité et puis se dire c'est moi qui gagne plus d'argent qu'avant. Puis si on est très concurrencé parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, on va être obligé d'en lâcher un peu pour être un peu plus agressif sur les prix. Mais tout ça, je veux dire, c'est normal, c'est le marché. On est tous les jours concurrencés nous-mêmes par nous-mêmes. Il y a une certaine de consanguinité quand même dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes avocats qui arrivent sur le marché et puis qui sont plus agressifs sur les prix. Il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, on sait ça. Et ça a toujours fait partie du métier. Maintenant, par contre, effectivement, on a le côté Internet qui fluidifie la concurrence, qui fait qu'on se rend compte que non seulement il y a plus de techno, mais en plus il y a plus de monde, puis en plus il y a des gens qui communiquent, et puis ça se sait, et puis voilà. Donc, bon, c'est une démarche continue. On est poussé quand même très fortement à adopter des nouvelles méthodes, des nouvelles façons d'aborder les choses. Quand on a commencé Legal Pilot, on s'est posé ces questions-là, moi en tant qu'utilisateur, parce que je vous disais que mes clients étaient des clients exigeants, mais c'est parce que quand vous livrez un document et que ce document, vous avez passé des jours et des jours dessus, que vous avez fait payer votre client 5 000, 10 000 euros, comment ça, c'est une petite somme, et que le gars il prend ça et puis il l'ouvre, il comprend, en gros il va à la dernière page parce que tout le reste avant c'est pour ménager votre responsabilité, hein, c'est pour éviter qu'on vienne vous dire que vous n'avez pas fait votre boulot, puis il va à la conclusion. Il a compris la conclusion, il prend le document, ça fait 70, 100 pages, paf, il le fout dans un tiroir, avec un peu de chance il va revenir une fois parce qu'il aura oublié un truc, puis c'est fini. Nous, on s'est dit c'est un peu une vision un peu dommage de laisser tout ce travail-là mourir. Idem pour les contrats, même principe, parce que le contrat, c'est un outil qui est extrêmement vivant et le client a tendance à ne pas forcément le maîtriser intégralement. Donc il va l'utiliser pour ce qu'il est, c'est-à-dire un document qu'on signe. Est-ce qu'il va s'intéresser à autre chose que le pavé de signature? Je vous dirais que des fois non, et c'est bien dommage. Et je vous dirais aussi que des fois oui, et c'est bien dommage aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il faudrait mieux pas qu'il s'en occupe parce qu'il va le modifier. Et il va faire des grosses catas dedans et il ne va pas nous en parler. Donc ça, c'est terrible pour nous. Et c'est terrible pour lui surtout. Et puis il y a des fois, il ne va pas s'en occuper alors qu'il devrait. Donc on voit qu'entre le moment de la livraison et le moment de la vie du contrat, finalement, tout au long de la vie du contrat, il va y avoir une déperdition, il va y avoir une érosion ou un manque de modification, une inertie. Donc tout ça, il faut arriver à l'adresser. Donc on se rend compte au fur et à mesure que les technologies existent, qu'il y a des choses que l'on peut faire et qu'on n'arrive pas, même en tant que conseil, à proposer des solutions innovantes parce qu'on n'a pas la matière. Donc il faut trouver des solutions pour justement rendre ces process-là plus fluides et puis aussi, il faut appeler un chat, favoriser la relation avec le client, c'est-à-dire avoir une autre, même encourager, pourquoi pas, disons-le, la génération de chiffre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas que la pub, c'est l'entretien d'une relation client permanente et les avocats n'ont pas l'habitude de faire de la relation client. C'est du projet, c'est du contentieux. Une fois que le contentieux est fini, on l'oublie, l'avocat, moins qu'on en ait un autre. Une fois qu'on a fini un projet, c'est pareil, on l'oublie, l'avocat. Moi j'ai des cycles très très longs, j'ai des centaines de clients et il y en a que je ne vois pas pendant 4 ans. Puis ils reviennent,
Puis il dit ah oui, en fait, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Ah oui, mais entre-temps, tout ce que j'ai fait, ça n'a pas bougé. Non, non, on l'utilise toujours. Ah mon Dieu. En fait, non, surtout pas. Bon, voilà, parce qu'il va vendre la boîte, alors il revient, il a un nouveau projet, alors il revient. Mais tout ce qui s'est passé entre-temps, on est complètement aveugle. Donc ça, c'est pareil, il faut trouver des moyens de secouer un petit peu tout ça et de faire en sorte que l'avocat revienne au centre du village, enfin en tout cas rentre dans l'entreprise, reste dans l'entreprise, qu'on soit à un moment consulté en amont du projet et surtout pas trop tard, parce que des fois c'est trop tard, et qu'on reste dans le projet une fois qu'il est en fonctionnement, une fois que l'activité est lancée, qu'on ne nous oublie pas. Et là encore, soit on est dans l'entreprise, et ça existe, hein, il y a des confrères qui sont quasiment dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un gros problème, des fois, parce qu'on n'a pas le droit, théoriquement. Enfin, en tout cas, on perd un peu notre indépendance, ça fait partie de notre déontologie. Mais bon, il y a des gens qui sont détachés dans des entreprises et qui y passent le plus clair de leur temps, et leur cabinet leur confie cette mission-là. Mais bon, tout le monde ne peut pas le faire, et puis c'est un coût énorme pour le client. Donc, au final, il faut trouver une solution pour avoir ce don d'ubiquité qu'on voudrait tous avoir, pour être un peu partout, à moindre coût pour le client, et qu'on puisse suivre en permanence et voire même détecter les problèmes qui vont venir. Donc tout ça, là, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui paraît un peu fumeux, mais c'est possible. On sait qu'avec les technos aujourd'hui qui sont en train d'arriver, l'école Pilot en fait partie, c'est quelque chose qui est envisageable, de garder ce lien, d'avoir une proximité plus forte avec le client, même si on est un petit client et même si on est un petit cabinet. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et ça va revaloriser aussi la place de l'avocat. Donc les nouvelles technologies, ce n'est pas du tout quelque chose qui est dangereux. Au contraire, pour moi, j'y vois une façon de revitaliser non seulement une image, mais aussi vraiment la façon d'accompagner les clients au jour le jour. Et simplement, il faut utiliser la technologie pour abaisser peut-être un peu les coûts, parce qu'évidemment, quand on vous sollicite plus, ça veut dire que ça coûte plus. Et le client n'est pas forcément prêt à payer plus. J'ai l'habitude de parler argent, moi, un peu. La conférence en ce moment, c'est bizarre. Mais bon, vous voyez, l'idée, c'est ça. C'est d'outiller mieux l'avocat. Et puis, moi, je tiens beaucoup à cette notion de transparence. C'est-à-dire que c'est très très à la mode, mais il n'y a pas de honte à montrer ce qu'on fait, il n'y a pas de honte à casser comme ça le miroir, à montrer que de l'autre côté, il y a du vrai boulot. Si on fait bien le travail, il n'y a absolument aucun problème pour montrer tout ce que l'on fait. Et à montrer aussi à des clients que entre le moment où on part d'un modèle de contrat et puis le moment où on arrive au contrat, il y a eu du boulot. Alors que vous avez beaucoup de clients qui vous disent « Ah oui, mais vous avez bien des modèles pour faire ça ». Alors on dit oui, on a des modèles, mais ça ne fait pas tout. C'est tout le conseil qu'il y a eu en amont, tout le conseil qu'il y a eu pendant, tout le conseil qu'il y a eu après au moment où on débriefe avec le client. Tout ça, c'est ça, la valeur ajoutée. Je dirais presque le contrat, la rédaction, tout ça. Des fois, c'est même le truc qui nous embête le plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de collecter de l'information de façon exhaustive, c'est d'être en capacité d'avoir des méthodes d'audit des fois plus avancées, et ça, on ne nous apprend pas à le faire non plus en tant qu'avocat. Donc c'est que des choses en fait où on n'est pas préparé, et où la techno va nous permettre d'être plus efficace, j'espère, franchement plus efficace, plus moderne dans l'image, ça Alexis l'a dit, et puis globalement, effectivement, qu'on s'y retrouve tous, c'est-à-dire nous, qu'on ne perde pas trop en rentabilité, et que le client, lui, ait accès plus facilement à la valeur ajoutée que consiste le cerveau de l'avocat, et qu'on puisse avoir peut-être une image un peu plus rationnelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu comme ça, éminence grise, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, c'est une star, voilà, ok. Mais en fait, surtout dans la tête d'un avocat, il y a des cases bien rangées. Et c'est comme ça que sont construits les cerveaux des juristes, avec quand même une zone grise un peu qui nous permet d'être un peu flexible. On n'est pas non plus des machines, mais on sait classer les choses, c'est notre boulot. On a des cerveaux qui sont prêts à ça. Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que bizarrement, on est prêt pour les technos. C'est-à-dire qu'on est très proche des fois de la programmation. On discute des fois, on n'est pas très loin, c'est-à-dire qu'on a un langage, on a une façon de coder un peu nos documents. On a toujours les mêmes normes. On a un langage qui est monosémique, donc avec finalement des fonctions. On définit un vocabulaire en début de contrat. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut retrouver, et c'est assez ordonné.
c'est assez ordonné. Bon, j'arrête ou je continue? Vous me dites parce que je peux tenir la journée comme ça. Hein, je suis à fond. Tu veux enchaîner? Je peux peut-être embrayer sur ce dont je peux parler un peu plus dans le détail, c'est comment on met de la technologie dans le droit, comment on fait pour proposer des solutions technologiques aux avocats et à leurs clients. Nous, on a fait le pari d'essayer de le faire nous-mêmes parce que au départ, on n'a pas trouvé les solutions qui nous convenaient. Les solutions standards qui n'étaient pas adaptées à la base, qui n'étaient pas conçues pour des juristes, étaient finalement pas assez adaptées à la pratique de nos matières. Donc un peu par la force des choses, en fait, on s'est lancé dans la conception et dans le développement d'un logiciel qui devait répondre à ces attentes-là. Donc ces attentes-là, c'est celles que Gérald t'a bien exprimées, mais c'est comment on rationalise notre production, comment on produit mieux et plus efficacement, et puis aussi et surtout comment on délivre autre chose qu'un document Word figé à notre client. On est dans une économie du partage qui se dessine, on est dans une économie de la collaboration, de la transparence, de l'accessibilité, et c'est vrai ce que tu disais à l'instant, on peut plus rester derrière nos bureaux de manière complètement floue sans que nos clients comprennent ce qu'on fait et la valeur qu'on délivre. Et donc nous on l'a adressé en créant une société d'édition de logiciels qui est séparée du cabinet d'avocats et dans laquelle on a recruté des développeurs informatiques avec qui on travaille tous les jours pour construire ce produit qui doit répondre à nos attentes. Donc schématiquement, pour être un peu concret, c'est un produit qui permet d'automatiser du contenu juridique. Donc en pratique, par exemple, un cas d'usage assez simple, vous avez un de vos clients qui a besoin de rédiger de manière un peu récurrente une certaine typologie de contrat, et on va permettre à son avocat, au lieu de délivrer justement un document, un fichier Word une fois, de créer une trame de documents dynamique qui derrière va pouvoir être utilisée librement par le client avec un système de questionnaire intelligent, avec des arbres décisionnels. Voilà, en répondant à 10-15 questions, de générer à la volée les contrats qui vont correspondre à chaque fois à son cas de figure parce qu'il y aura eu cette prestation au départ de l'avocat qui aura construit un modèle qui répond aux besoins de ses clients. Donc vous voyez, finalement, c'est qu'un autre médium, c'est qu'une autre façon de délivrer la prestation, mais ça suppose d'avoir ces fameux outils. Ces outils commencent seulement à émerger et nous, comme je le disais, on a été entre guillemets contraints de le développer nous-mêmes, mais ce qui est aussi une formidable opportunité de mettre vraiment les deux pieds dans la technologie, dans ce que c'est, dans le développement logiciel, dans les méthodes de développement logiciel. Vous avez peut-être entendu parler des méthodes agiles notamment. C'est donc des méthodes de développement itératif de logiciels et nous on y trouve une source d'inspiration incroyable pour cette partie technique, mais aussi pour réinventer un peu notre métier, la façon dont on collabore entre nous au cabinet et la façon dont on délivre les prestations aux clients. Alors après, évidemment, c'est pas sans challenge. Il y a bien évidemment la partie technique. Comment on fait pour intégrer des gens qui ont un ADN quand même aussi différent du nôtre que des développeurs informatiques, par exemple. C'est un vrai challenge. En fait, ça nous a obligés à devenir des vrais entrepreneurs, même si on s'est toujours pensé, je pense, comme des entrepreneurs en tant qu'avocats. Finalement, au-delà des associés et des assistants juridiques, ouais, en fin de compte, on n'avait pas de plan de financement, on n'avait pas de RH, on n'avait pas de communication. Et donc voilà, ce projet nous amène aussi à se poser toutes ces questions-là. Construire un business model, c'est bien beau de développer un logiciel, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le vend? Comment on finance ça? Comment on trouve les compétences? Comment on manage les gens? Donc c'est tout un tas de questions qui se posent et qui nous permettent plus globalement, pour rejoindre le thème, de donner une réponse nous concrètement à la transformation numérique du droit en avançant à petits pas et en construisant ces outils. Donc c'est vrai qu'il y a aussi il y a l'aspect technique, on a aussi intégré des compétences du digital marketing, du community management, on avance, on apprend un peu au fur et à mesure. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on réfléchit beaucoup à
aux compétences en fait. À quelles compétences on va avoir besoin en tant que juriste demain. C'est une question qu'on se pose simplement parce que c'est une urgence pour nous. On a besoin de sourcer ces compétences pour le projet et ça nous permet de nous projeter un peu. Donc on a aussi du coup l'occasion d'intervenir, par exemple comme des événements comme aujourd'hui. On est aussi intervenant à Paris 2 dans un DU dédié à le premier DU d'ailleurs en France dédié à la transformation numérique du droit. Donc voilà, c'est passionnant. C'est une façon aussi de rencontrer tout un écosystème de l'innovation. Et c'est quelque chose qu'on essaye de diffuser par le biais de l'incubateur notamment. On parle beaucoup côté avocat, mais faut garder en tête que c'est la grande famille des juristes qui est concernée en fait, par cette transformation. Donc nous, voilà, on a une posture très avocat parce que c'est ce qu'on vit tous les jours, mais on le voit aussi du côté client et côté juriste chez les clients, où on a vraiment des velléités de transformation très fortes. Et on a vu le marché complètement changer en 2 ans. Où c'est vrai que les gens étaient quand même assez frileux par rapport à tout ça. Et maintenant, 2 ans après, on sent plutôt qu'ils sont en recherche de solutions. C'est-à-dire que la vraie transformation numérique du droit, elle est en train de venir. La vraie vague de fond, qui va être portée donc, par la big data dont tu parlais, mais qui est une big data, dont ce dont Alexis parlait, c'est une big data qui est sur une donnée existante, qui est la donnée des jurisprudences. Ça, c'est une donnée qu'on a toujours eue, qui a toujours été travaillée depuis très très longtemps. Déjà dans mon DEA, ils se battaient avec pour savoir quelle était la cour qui indemnisait le mieux les préjudices corporels. Mais donc ça, Big Data, je dirais, bon, ça ne s'appelait pas Big Data à l'époque, mais c'était déjà de la donnée en masse qu'on traitait de façon statistique et agrégée pour en tirer des enseignements. Donc il y avait de la BI derrière, il y avait du data mining. Et demain, ce qu'on voit arriver, ce qu'on espère voir arriver, c'est une connaissance plus fine de comment on utilise vraiment les notions juridiques. Donc, ça veut dire comprendre, en tant que praticien du droit, ce que l'on fait, pouvoir s'auto-mesurer. C'est du quantified self, si vous voulez, mais au lieu d'avoir une montre connectée qui vous montre votre pulsation cardiaque, c'est qu'est-ce que je fais en tant que juriste ? Combien de fois j'utilise un mot ? Combien de fois j'utilise une clause ? S'il y a une grosse mise à jour sur un thème, où est-ce que c'est dans mes contrats ? Comment je vais faire pour mettre à jour tous mes contrats ? Pour avoir des politiques d'avenant en masse. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est complètement à l'âge de pierre. Entre le droit romain, je pense, et puis voilà, et puis aujourd'hui, on n'a pas beaucoup évolué. On se retrouve avec finalement les mêmes outils. C'est informatisé, certes, mais sur le papier, c'est du Word, donc ça effectivement, ça permet le copier-coller. Le fameux copier-coller. Mais à part le copier-coller, on a gagné quoi ? Du cloud, des requêtes plus agiles, des thésaurus, du sémantique un petit peu, et encore que le sémantique, on peut en discuter. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a gagné ? Peut-être que c'est à venir ce qu'on va vraiment gagner. Faut pas le subir, mais il faut en avoir conscience. Donc on voit que cette vague de fond, elle va certainement nous obliger, en tant que juriste, à mieux se comprendre, à mieux comprendre ce que l'on fait, une fois de plus, à rationaliser un peu ce que l'on fait. Et le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas les outils aujourd'hui. C'est-à-dire que Word, c'est pas forcément le meilleur outil pour comprendre ce que l'on fait. Pour avoir la fameuse granularité, je l'ai placée. C'est un défi personnel à chaque fois, il faut que je place granularité dans un show. Donc on n'a pas la granularité juridique pour comprendre exactement ce que l'on fait. On va dire, tiens, j'ai fait dans l'année, j'ai fait tant de contrats software as a service. Ok, super. Mais c'est macro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le micro. C'est qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Quelle est la notion juridique que j'ai utilisée ?
quel type de clause limitative de responsabilité je suis allé mettre, comment je l'ai sizé, quel est le plafond, le quantum de limitation de responsabilité que j'ai mis, parce que ça m'intéresse peut-être d'avoir des moyennes pour voir un petit peu des profils de clients, parce qu'à chaque fois il y a un client qui me demande ah ouais mais comment vous choisissez votre plafond parce que vous m'avez mis 5 000 €, mais c'est au doigt mouillé. C'est-à-dire que je sais pas, il faudrait qu'on ait des stats au niveau national parce que là j'en ai pas, et donc oui c'est un peu au doigt mouillé. Bon voilà, c'est super exact le droit des fois, hein. Ça fait peur. Donc c'est un moyen, je pense, de... On a un discours ce matin avec un prof, il n'était pas d'accord avec nous, mais c'est un moyen de rationaliser tout ça, d'être plus crédible face à des gens qui viennent peut-être des sciences un peu plus dures que la nôtre. Ça nous permet d'être plus proche du chiffre et donc d'être capable d'avoir des chiffres, donc une capacité à argumenter plus fine. Et donc ça nous rend plus crédibles aussi, je pense. Et c'est sans doute plus efficace et plus pertinent, parce que je prends un exemple qui concerne ma matière, le contentieux. On a fait intervenir un confrère qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Lex Humanoïde. Je ne sais pas si ça n'a pas eu un grand succès, mais qui réfléchissait sur ce sujet de l'avocat augmenté, parce qu'on parle aussi beaucoup d'avocat augmenté, c'est un terme à la mode. Et il avait cette remarque en conférence, moi qui me glaçait le sang et qui va vous glacer le sang. Il disait la chose suivante que moi j'ai toujours entendue: j'ai passé ma vie d'avocat à perdre les dossiers que je devais gagner et à gagner les dossiers que je devais perdre. Et quand on a ce genre de recul sur sa pratique, c'est dire si on est en totale désadéquation avec le monde de son client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit passer notre vie à gagner les dossiers qu'on doit gagner et perdre les dossiers qu'on doit perdre, quoi. Enfin, c'est ça la réalité, c'est ce vers quoi on doit tendre et ce vers quoi ces outils doivent nous permettre de tendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine des avocats comme des gens sachants, ayant une science parfaite, exacte, etc. Et en matière contentieuse notamment, souvent l'avocat, entre nous, on se dit « j'en sais rien, on va gagner, on va perdre, c'est du 50-50, super ». Et en fait, la réalité de ces outils-là, lorsqu'on rentre dans le détail, c'est d'arriver à déterminer dans quel cas réellement je suis en capacité de gagner ce dossier sur tel ou tel argument, et dans tel cas, je ne suis vraiment pas en capacité de gagner ce dossier et d'emporter la conviction des magistrats. Tout ça pour vous dire qu'on n'arrivera jamais jusqu'à la justice robotisée, quoi qu'elle existe déjà un peu, mais on pourra en parler peut-être dans les questions-réponses, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit être capable de déterminer avec plus de précision, grâce à ces outils d'analyse, comment raisonne un juge. Et un juge, c'est un homme qui a été formé d'une certaine manière et qui raisonne d'une certaine manière comme n'importe qui. Et donc aujourd'hui, on doit être en capacité d'arriver à déterminer effectivement ce qui sont les bons raisonnements de tel ou tel magistrat dans tel ou tel domaine d'activité, ce qui doit nous permettre effectivement de dire à nos clients, là, on a vraiment de bonnes chances de gagner, donc on y va, ou il faudrait mieux négocier, puisqu'on fait ça toute la journée aussi, négocier pour trouver une solution parce que le procès n'est pas la bonne solution. Donc aujourd'hui, on est confronté à cette réalité-là, face à ces outils-là qui font beaucoup de promesses, hein, et qui ne sont pas encore en capacité, en tout cas en matière de justice prédictive, qui ne sont vraiment pas en capacité de remplir ces promesses. Hein. On est vraiment au balbutiement. Hein. Il n'en demeure pas moins que c'est à nous de nous saisir de ces outils et de réfléchir à leur élaboration aussi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas passer à côté, laisser passer le train, on doit monter dans les wagons et réfléchir tous ensemble, mais pas seulement des juristes, à ce qu'implique cette justice prédictive, ce qu'implique cette analyse, j'allais dire généralisée et en profondeur de ces décisions de justice. Et ça, on doit le faire, et c'est aussi un sujet que tu évoquais, hein, c'est travailler avec d'autres professionnels, c'est aussi la révolution de nos cabinets, c'est qu'un cabinet classique, c'est 99% de juristes. Le cabinet de demain, ça sera peut-être 50% de juristes, parce qu'on va devoir travailler avec d'autres professionnels. Et on s'enrichira à cet égard. Je crois qu'on va... Messieurs, je voudrais vous remercier pour votre apport très, je dirais, sur une profession qui se transforme et sur la franchise que vous avez eue à nous confier votre réflexion. Nous allons maintenant passer aux questions. J'en aurai une pour Maître Alexis Chabert. Dans tous les projets qui sont incubés, on peut avoir un ou deux exemples, bien sûr, en toute confidentialité, mais
si vous pouviez nous dire. Alors, il n'y a aucune confidentialité, au contraire, on les met en avant, donc c'est le job de l'incubateur de vous montrer ce qu'on fait. Alors, vous avez déjà Legal Pilote, hein, qui vous en ont parlé de ce qu'ils faisaient. Ça a été l'un des premiers projets incubés, donc ils vous en ont parlé. Hein. Il y a le même type de projet avec Agrume, hein, Agrume, c'est un projet de droit social, où on a un confrère qui est spécialisé en droit social, qui a développé un outil intelligent avec une arborescence intelligente, exactement comme tu l'expliquais, qui permet de générer des documents de manière automatique, donc des contrats de travail, la rupture d'un contrat de travail. J'évoquais tout à l'heure ce qui s'appelle Visio Avocat, c'est des visioconférences cryptées avec une plateforme qui permet à des clients de venir en ligne, de prendre des rendez-vous un peu comme Doctolib, hein, avec des confrères référencés, et de faire des consultations en ligne. Hein. On fait souvent le parallèle, le monde du droit et le monde de la médecine. Hein. Aujourd'hui, les téléconsultations commencent à se développer. Bah, c'est pareil pour nous. On a un confrère qui a développé c'est assez intéressant aussi, c'est Ma Belle Parcelle, ça s'appelle. Donc on est très imaginatif dans le nom de nos sociétés Legal Tech. Lui, c'est pas tant un projet digital qu'un projet transversal. C'est-à-dire qu'il a fait le constat dans sa pratique professionnelle, c'est un spécialiste du droit immobilier, qu'il n'y avait pas d'avocats qui étaient en capacité d'accompagner les clients lorsqu'ils voulaient vendre une parcelle immobilière non bâtie. Et donc ces gens-là, qui avaient en fait de l'or entre les mains, se faisaient massacrer par des promoteurs immobiliers parce qu'ils ne savaient pas comment prendre et comment vendre, comment valoriser leurs biens immobiliers qui n'étaient pas bâtis. Et donc il a proposé effectivement sur son site de créer un site internet qui accompagne le client non plus sur l'acte de vente en tant que tel, mais sur tout le processus de valorisation et de vente de son bien immobilier. J'en passe. Ah, il y avait pour Verdict, peut-être que tu peux en parler ? Oui, on a en plus grand public, pour le coup, on a V pour Verdict, qui est une start-up, hein, fondée par une avocate qui essaye d'organiser les actions collectives, qui est quelque chose d'assez nouveau en droit français, hein, les class actions du droit américain, et qui permet en fait de mettre en relation des gens qui ont une problématique particulière. Alors, je prends un exemple de mémoire. Il y a une action en cours sur les compteurs Linky, par exemple. Bon, il y a plein de gens en France qui se sentent concernés par ces problématiques-là. Et ben, ça permet de mettre en relation donc un pool entre guillemets de clients potentiels avec un avocat qui est prêt à prendre ce dossier particulier, puisqu'il va avoir en fait 20, 50, 200 clients, et de gérer ça à travers une plateforme sur Internet. Je disais aussi que ça touche tous les domaines du droit, donc j'aime bien parler de Plume. Plume, c'est un projet de confrères, je crois, de Besançon. Donc on est allé chercher loin, c'est sympa, c'est dire si effectivement il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barreaux. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'avocat n'était pas sollicité dans les rapports conflictuels entre ex-époux sur la gestion de problématiques de droit de visite, par exemple, et qu'il serait intéressant de créer un outil à la disposition de ces gens-là qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui n'arrivent plus à se parler. Et donc, au travers de cet outil qu'ils ont créé, ils permettent à ces gens-là de reprendre attache, contact. Et cet outil, évidemment, est mis en œuvre sous l'égide du cabinet d'avocats. Et donc, les avocats peuvent continuer à intervenir lorsqu'il y a des problématiques juridiques particulières qui n'arrivent pas à être résolues par les ex-époux dans le cadre de l'utilisation de cet outil. Donc là, on est en plein, une solution digitale. Alors, c'est pas de la deep tech, hein, comme on peut l'imaginer, mais c'est des solutions agiles pour résoudre des problèmes quotidiens de nos concitoyens. J'en passe et des meilleurs, je n'ai pas fait les 9 là. Il y a Pomelo. Pomelo, c'est le premier cabinet d'avocats. Enfin, il communique en se décrivant comme le premier cabinet en ligne. C'est-à-dire que tout est dématérialisé. Vous avez accès en fait à toute votre donnée juridique sur une plateforme qui vous est dédiée, et donc en fait vous avez une interface qui permet en fait de gérer la relation client de manière totalement dématérialisée. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin de venir voir votre avocat. Votre avocat il est à votre disposition sur votre smartphone à tout moment. Vos documents juridiques sont à votre disposition en permanence. Et cet exemple est intéressant parce que certains confrères ont pu leur répondre, mais finalement vous allez conduire à ce que nos métiers disparaissent, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est un service supplémentaire au service de ces clients-là qui
pour des problèmes particuliers, vont continuer à passer la porte du cabinet d'avocat, ou ça permettra à certains qui n'auraient jamais imaginé passer la porte d'un cabinet d'avocat de commencer avec cette solution agile, et demain, sur des problèmes un peu plus complexes, de passer la porte du cabinet d'avocat. Donc ça, c'est Pomelo, eTrust. Alors c'est le dernier à rentrer, effectivement, c'est sur les mouvements financiers, c'est sur le séquestre sécurisé dans le cadre d'opérations financières. Donc là aussi, il propose une plateforme et donc il propose de sécuriser via un outil informatique. Alors, c'est pas totalement révolutionnaire. Ce qui est plus révolutionnaire, c'est pour nous de le proposer en tant que cabinet d'avocat. Et donc, en fait, ce qu'on remarque très souvent, c'est que on propose de nouveaux outils au service de nos prestations juridiques. Et c'est en cela que, effectivement, on est dans une révolution de la profession. Mais c'est surtout un moyen de se remettre en lien cohérent, ce que tu disais très bien, avec ce qu'attendent nos clients, qui n'attendent plus du tout, effectivement, que selon l'image d'Épinal, l'avocat de son côté, dans son fauteuil, qui attend son client dans son cabinet. Non, on va vers nos clients maintenant. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a très longtemps, on a participé à une réunion ensemble autour de la signature électronique au Conseil de l'Ordre. Exactement. Et je me souviens encore du bâtonnier Dana, qui, en rigolant, quand je lui ai expliqué qu'on allait pouvoir plaider un jour en vidéo, il m'a dit « mais alors je pourrais plaider en babouche ». Tu te souviens de ça? Eh bien oui, la réponse est oui. Je lui avais dit même en porte-jartel. Et donc maintenant c'est possible. J'ai jamais vu le bâtonnier d'Alain en porte-jartel encore. Mais... vous le connaissez, puisque c'est doyen de la fac, il a été doyen de la fac de droit, mais c'est un sujet intéressant, peut-être qu'on a 5 minutes pour l'aborder. Les vidéos-audiences, ça fait énormément débat dans la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de moins en moins de magistrats. Les magistrats sont submergés de dossiers. On a des délais dans certaines juridictions où ce qu'on appelle la mise en état, c'est-à-dire que l'échange des écritures et des pièces, c'est-à-dire des arguments, est terminé et que les magistrats vous convoquent pour plaider 2 ou 3 ans après, parce qu'il n'y a pas de place avant. Et donc évidemment, le ministère de la Justice dit ça ne va pas. Et ils ont raison. Et donc on imagine ce qu'ils appellent des vidéos-audiences. Et donc ça a commencé à se développer en matière pénale, ce qui est effectivement une matière un peu particulière, et donc ce qui a fait grincer beaucoup de dents, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humains dans la matière pénale. Et ça commence à se développer aussi en matière de droit d'asile. Là aussi, ça a généré des levées de boucliers des avocats à raison, parce que c'est peut-être là où on a le plus besoin de voir les gens, de sentir le contact humain, le regard entre le magistrat, le justiciable, son avocat, l'interprète en matière de droit d'asile. Donc c'est vrai que c'est un peu l'anti-exemple. Ces expérimentations-là laissent penser que c'est impossible. Moi, ma réponse est de dire non, on a peut-être fait des expérimentations dans des domaines qui sont très inadaptés. Mais la vidéo-audience, à mon avis, on va y venir. J'ai évoqué ce matin avec Valentine, qui co-préside la commission avec moi, qui est allée à Paris ce matin et qui ne pouvait pas être avec nous à notre réunion hebdomadaire, parce qu'elle a plaidé 10 minutes à Paris. Elle m'a dit, si j'avais une vidéo-audience, voilà, j'aurais gagné ma matinée, quoi. Et c'est une réalité, ça. Et en plus, si on peut plaider en babouche, c'est parfait. Alors, je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle. Madame et monsieur après. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas du tout dans le domaine du droit, mais je me pose comme question, c'est au sujet de l'enseignement, en fait. Est-ce que vous intervenez dans les facs de droit et comment évolue l'enseignement du droit par rapport à tout ça? Parce que est-ce qu'on reste sur l'ancienne façon d'enseigner ou est-ce que ça évolue aussi? Alors moi je fais un mauvais exemple parce que j'ai enseigné pendant 16 ans. Enfin, oui, j'ai arrêté un peu l'année dernière parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais j'ai enseigné à tous sauf à des juristes. J'enseignais à des gens qui sont plutôt en IT pour leur apprendre les fondements juridiques de la propriété intellectuelle, etc. Donc je suis assez finalement mal placé. Oui, j'en parlais brièvement tout à l'heure, c'est une question ultra centrale et effectivement, votre question sous-jacente, la formation n'est pas du tout adaptée, hein, clairement. Mais c'est aussi un sujet compliqué parce que
concrètement, on est dans des matières qui sont très techniques, qui nécessitent, le tronc commun, pour vous dire, en droit, avant de parler de spécialisation, c'est 2 ans au minimum. L'introduction générale, elle prend 2 ans. C'est dire la complexité. Pour apprendre un métier, il faut universitaire, il faut 5 ans, et puis derrière, il faut au moins 3-4 ans de pratique pour commencer à être pertinent. Donc c'est compliqué. Par contre, il y a pas mal d'initiatives pour faire bouger ça. On peut citer par exemple le barreau de Paris, l'EFB, l'école de formation du barreau de Paris, qui a intégré, donc il y a un incubateur aussi, et qui a intégré des laboratoires spécifiques sur des sujets, alors c'est très transversal du coup, mais sur de l'introduction à la legal tech, de l'introduction au code, aux méthodes de management, aux méthodes de conception de produits. On n'a pas du tout parlé de ça non plus, mais il y a des matières très intéressantes qui émergent comme le legal design. Vous avez peut-être entendu parler du design thinking. Et ben en fait, c'est cette matière-là, mais adaptée au droit, qui nous pousse aussi à se poser la question de comment je conçois un service juridique, pour quels besoins, et en fait à penser totalement à l'envers de ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Nous, on a eu l'habitude d'apprendre à résoudre un cas concret, et là, en fait, il faut qu'on apprenne à se poser la question, mais qu'est-ce que veut mon client ? Comment lui perçoit la valeur que je lui délivre, et comment je construis quelque chose qui lui procure de la satisfaction en termes de résolution de son problème. Et tout ça, c'est très compliqué. Je pense qu'on en est seulement au début. Mais il y a de plus en plus de transversalité. Je pense que le droit ne fait pas exception. Mais il faut aussi trouver le bon médium. Je pense que les DU, notamment, sont une bonne façon de faire ça, puisque c'est des gens souvent qui sont plus en fin de cycle, voire en exercice. On doit avoir déjà 2 ou 3 DU en France qui commencent à traiter de ce sujet-là, de la transformation digitale. Moi, j'ai 2 questions. La première, ça vous concerne. C'est que, en fait, les technologies dont vous avez besoin, elles sont disponibles. Ça fait 10 ans qu'on génère des sites Internet en automatique. On est parfaitement capable de créer des logiciels de génération de documents à une condition, c'est d'avoir une vision claire et précise des composants. Parce que le métier d'avocat, ça a souvent été chacun fait sa cuisine avec sa petite sauce. Et là, il va falloir harmoniser les sauces pour que les composants soient homogènes. Au moins dans un cabinet, peut-être pas entre les avocats. Donc je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Je suis même étonné que ce soit un projet qui n'ait qu'une vision locale. Parce que je pense que ça existe déjà au niveau international et probablement au niveau français aussi. Donc c'est une course à l'échalote. Là, il faut aller vite parce que sinon vous serez battu. La deuxième question concerne le spécialiste de la propriété intellectuelle. Moi qui suis je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que dans ma vie, je me suis confronté à 2-3 brevets mondiaux dans lesquels je suis impliqué. C'est une base de données qui existe depuis la nuit des temps. Non, c'est même la banque de données mondiale. Bien plus complexe que la banque de données des juridiques. Je suis étonné, personne n'a utilisé ça. Aucun avocat n'a jamais été capable de fournir ne serait-ce qu'une vision dynamique ou un suivi dynamique des brevets. Enfin, moi, en tout cas, je n'en ai pas rencontré. Non seulement les recherches d'antériorité, mais les recherches d'évolution, les demandes de dépôt, voir ce qui se passe par rapport... Oui, dans une vision dynamique, technologique, de bon positionnement. Et c'est ce que vous avez parlé de coaching et de conseil. Là, je suis en train de vous parler de coaching et de conseil. Ça, c'est intégré dans les groupes. Partout où je suis passé, ça, on avait intégré. C'était même pas les mecs de la R&D parce qu'ils n'ont pas la compétence. On avait 1 ou 2 juristes internes qui étaient en interface entre le cabinet de brevets, qui utilisait son jargon, et la R&D qui avait son jargon aussi. Donc il fallait... Oui, mais d'accord, mais c'est bien la même chose que la jurisprudence et l'anticipation des décisions du juge. La question, c'est comment c'est possible que votre métier n'ait pas su saisir l'opportunité il y a déjà longtemps. C'est une très bonne question. Je vais répondre rapidement sur la première. Vous avez tout à fait raison. C'est loin d'être un sujet nouveau, la question de l'automatisation de la production de documents. Il y a notamment dans le domaine juridique ou parajuridique, réglementaire en tout cas, c'est des solutions qui sont efficaces, qui existent depuis le début des années 90. Par contre, des solutions plus complexes qui permettent de faire des choses plus fines en termes de prestations intellectuelles, c'est plus récent. Ça existe effectivement dans plusieurs pays.
à ma connaissance, il n'y a pas encore de solution universelle. On a suivi un peu les pas de géants américains qui font ça depuis le début des années 2000. Mais pour vous dire, il y a une boîte hyper intéressante en Suède qui se développe sur la même techno, mais avec des sujets différents, parce que les droits sont différents, parce que les pratiques du droit sont différentes. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on a dû faire un truc un peu à nous, parce qu'on n'avait pas des choses toutes faites sur étagère dont on pouvait se servir. Et effectivement, le produit a une vocation internationale. On a, comme prospect, on a notamment plutôt des francophones, mais on a des Canadiens, des Belges, en Afrique du Nord aussi. Il y a beaucoup de demandes sur les marchés francophones, et le marché français de la Legal Tech est très très dynamique. On compte à ce jour près de 200 Legal Tech françaises, ce qui représente un tiers des Legal Tech dans le monde. Donc c'est un marché très dynamique. Il y a plein de choses qui se passent. Alors sur la question qui était très documentée, si je crois me souvenir, d'abord, c'est pas un métier d'avocat. Enfin, il y a très peu d'avocats qui font du brevet en dépôt de brevet. Très peu. Mais on peut. Mais c'est avant tout un boulot de technicien. Donc c'est plutôt des conseillers en propriété industrielle qui vont être concernés, qui ont une surcouche juridique, mais qui sont avant tout ingénieurs. Parce que pour interpréter un brevet et pour faire une recherche d'antériorité, il n'y a pas mieux placé, je dirais, en général, que le chercheur qui a bossé sur le truc. Il a besoin d'être assisté, mais pour interpréter ce qu'il a trouvé et savoir s'il y a un danger en termes d'antériorité ou de dépendance. Mais par contre, il est fortement pointu, lui, sur son métier, et c'est lui, quand même, qui va être capable de dire s'il a effectivement été enfreindre quelque chose qui existait ou pas. Et donc, éventuellement, ce qui pourrait être intéressant, effectivement, c'est d'essayer d'évaluer un peu la jurisprudence des brevets pour savoir si on a une chance, parce que ce sont des brevets qui coûtent très cher. Les brevets coûtent cher et les contentieux, coûtent très cher. Donc du coup, il y en a de moins en moins. Ce sont des contentieux fleuves. C'est vrai pour ceux dont on entend parler aux États-Unis, mais c'est vrai aussi à notre petite échelle en France. Et donc il y a quelques maintenant cabinets qui s'amusent à faire du contentieux brevet. Nous-mêmes, on en fait quasiment plus, parce qu'en fait, c'est un contentieux qui se tarit. Par contre, peut-être qu'effectivement, ça pourrait donner un petit peu de regain à tout ça si on était capable de dire aux clients, vous avez tant de chances, à peu près, suivant les statistiques, de gagner. Peut-être qu'il y en a plus qui iraient sur des contentieux qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros pour aboutir, et plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est plutôt proche de 10. Donc voilà, on est sur, en général, des enjeux qui doivent se projeter sur un temps long, et dont on sait qu'en fait, ça va souvent jouer en plus au portefeuille. Non, disons que ça peut jouer devant le tribunal, mais c'est tellement technique que ça va finir en négociation parfois, puis ça va finir aussi à celui qui va crever avant l'autre, faute de moyens, parce que ça coûte très cher. Alors, bonjour à tous. En tant qu'étudiant du master droit ingénierie financière, j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les métiers du droit qui seront plus impactés par les legal tech, et quelles compétences justement ces juristes devront développer pour répondre à ce besoin. Et la deuxième question, vous avez parlé de l'offre commerciale, c'est-à-dire que vous allez créer par exemple un document qui sera utilisable plusieurs fois dans différents contextes. Comment est-ce que vous gérez les honoraires des avocats vis-à-vis de ça, quand vous avez, par rapport au business model, l'habitude de charger le client, désolé de parler comme ça, plusieurs fois pour des dossiers différents? Alors, la première question, quels sont les domaines qui sont les plus touchés? Je disais tout à l'heure que tous les domaines sont concernés. Il est évident que les domaines du conseil sont pour l'instant plus concernés, parce que les legal tech se sont attaqués à des domaines très lucratifs, hein, la rédaction de contrats, etc. Donc je pense que on le voit dans la typicité des legal tech, ça s'adresse très souvent au droit des affaires. Il n'en demeure pas moins que je pense que sur plein de sujets, d'autres domaines du droit seront impactés assez rapidement. J'en suis absolument convaincu. Sur la deuxième question, vous touchez du doigt une question de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique d'un cabinet d'avocats classique, c'est on vend du temps, on vend du jus de cerveau. C'est-à-dire que
tous nos cabinets, moi j'ai toujours l'habitude avec mes collaborateurs de remplir des fiches de temps. Et ça reste une bonne méthode pour savoir quel est le temps que j'ai mis pour traiter une problématique particulière. Le problème auquel on est confronté, c'est que nos clients se disent « mais c'est pas possible que vous ayez passé 20 heures pour me faire cette consultation ». Et vous lui dites « mais j'ai fait des recherches de jurisprudence ». Et le mec il dit « mais non, c'est fini ça. Vous allez sur tel et tel site, la jurisprudence, vous l'avez en 5 minutes. Et vous m'avez collé pour 10 heures, à 300 balles de l'heure, vous m'avez pris pour un Américain ». C'est ça, c'est cette réalité. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que moi je plaide pour que nos cabinets utilisent ces outils pour, j'allais dire, augmenter la capacité de traiter ces données-là et pour être plus rapide. On en vendra moins, mais on en vendra plus. Voilà. Et on vendra autre chose. Je prends l'exemple du contrat. Aujourd'hui, un contrat de bail, un bail commercial, vous avez des Legaltech qui font des bails commerciaux de bonne qualité. C'est pas la Rolls, mais vous avez 80% de vos clients qui n'ont pas besoin d'une Ferrari. Une Clio fera très bien l'affaire. Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous n'êtes plus en capacité de vendre un bail commercial 3 ou 5 000 euros, ce qui était la norme il y a encore 4-5 ans. C'est ce que ces clients ils vont se dire, mais regardez sur Internet. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon frère. Mon frère voulait créer une SCI. Je lui ai dit, écoute, moi, je fais pas de... Donc, je demande à un associé, tu ferais combien pour mon frère? Allez, 1 500 euros. Il m'a répondu, j'ai trouvé 200 euros sur Internet. Mais il n'y a pas besoin d'autre chose. En revanche, ce dont il avait besoin, c'est du conseil, l'accompagnant dans la mise en œuvre de ce contrat. Et lui dire, qu'est-ce qu'implique la signature d'un bail commercial? Qu'est-ce qu'implique la signature de la participation à un contrat de société une société appelée une SCI? Et donc, en fait, ce que l'on va vendre, c'est autre chose. Ce n'est pas un contrat. On avait l'habitude de vendre des contrats. Demain, on va vendre un accompagnement pour la mise en œuvre et la mise en application d'un contrat en fonction des particularités des sociétés. Et ça implique qu'on communique dessus. C'est là on rentre dans un autre monde pour l'avocat. C'est que je ne vends plus du droit stricto sensu, je ne vends plus des contrats et des clauses. Je vends la mise en mouvement d'une matière pour qu'elle soit adaptée à votre besoin. Et donc cette transformation-là, effectivement, on doit la faire dans notre communication aussi. Oui, pour compléter très rapidement sur la question précise que vous avez posée, sur l'exemple que je citais tout à l'heure, quand on délivre un modèle dynamique, comment est-ce qu'on le facture? C'est exactement ça, c'est une question de business model. Et ce n'est pas une question facile à résoudre pour nous, d'autant plus qu'il y a la question de où est-ce qu'on met la valeur, où est-ce qu'on facture la valeur, où est-ce que le client est prêt à payer pour de la valeur que lui il perçoit. Et puis il y a aussi, nous, la question du périmètre du droit. Jusqu'à il y a très récemment, c'était complètement impossible juridiquement pour nous de facturer autre chose qu'un honoraire. Et un honoraire, c'est pas une facture commerciale, c'est un statut particulier. Alors, ça, c'est des choses qui ont pas mal bougé récemment au niveau de la réglementation et qui permettent maintenant aux avocats de facturer à titre connexe et accessoire des factures commerciales classiques. Et c'est la méthode qu'on retient, nous, pour déployer des solutions comme l'exemple que je prenais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une prestation intellectuelle classique qui est le paramétrage d'un contenu juridique dans un outil qu'on vient facturer au temps ou au forfait, enfin voilà, un peu comme d'habitude. Et à côté de ça, on vient délivrer, en l'occurrence dans notre cas, une licence d'utilisation d'un logiciel. Et c'est une prestation combinée. Et la dernière question. Bonjour, merci pour votre prestation, c'était très intéressant. Je reprends des propos d'Alexis Chabert, où vous avez dit que ce mouvement justement autour des Legaltech faisait que les cabinets s'ouvraient à d'autres types de professions. Ma question est la suivante, savez-vous s'il y a déjà, ou pensez-vous qu'il existera des Legaltech qui seront fondés par des non-personnes de l'art, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas avocats? La réponse est oui. Et depuis, elles ont commencé par être fondées par pour le coup, des gens qui sortent des écoles de commerce. Il ne faut pas se leurrer. Legal Start, des grosses structures anglo-saxonnes qui sont arrivées sur le marché, c'était des gens d'HEC, des gens qui ont considéré que c'était une matière comme une autre et qui ont pris des juristes,
comme on prend des ingénieurs techniciens, comme on prend des maçons dans une boîte, et on dit, ben voilà, moi j'ai besoin des techniciens, c'est les juristes, c'est mes juristes, et moi je vends ça comme un commerçant, comme n'importe quel commerçant pourrait vendre n'importe quelle prestation. Donc la réponse est oui, il y en a plein, on s'est beaucoup battu contre ces structures-là, avant de comprendre qu'il fallait surtout qu'on leur emboîte le pas. Ce que l'on essaye de dire à l'incubateur, c'est que l'avocat en tant que juriste spécialisé est sans doute le mieux placé pour développer des outils techniquement de pointe. Et à lui d'aller chercher des commerçants, à lui d'aller chercher d'autres professionnels pour adapter son offre au marché du droit. Voilà. Et c'est ce qu'on commence à faire dans des cabinets d'avocats, ce que vous avez fait. On imagine par exemple que les gros cabinets d'avocats sont plus agiles, c'est pas vrai. Moi qui suis dans un gros cabinet d'avocats, il est très compliqué de faire comprendre à ses associés qui ont un mode de fonctionnement qui fonctionne très bien, de leur dire mais demain c'est pas un collaborateur avocat qu'il faut que tu embauches, c'est un commercial, c'est un technicien ou un codeur. C'est toi, tu fais du droit j'ai un associé qui fait des sciences du vivant que tu connais bien, puisque tu as commencé à travailler avec lui, Thomas Roche. C'est demain à embaucher des ingénieurs ou des scientifiques dans ce domaine d'activité pour être capable de. Mais ça, c'est une vraie révolution intellectuelle. On n'y est pas encore, on commence, mais en tout cas, on est là. On en revient à l'évangélisation. Un grand merci vraiment à nos 3 experts. Merci à vous de nous avoir de nous avoir éclairé sur un aspect tout à fait particulier de la transformation numérique, un métier qui évolue. Je vous rappelle que notre prochaine et dernière conférence du cycle aura lieu donc le jeudi 13 juin sur technologie numérique et prospective des pistes pour l'entreprise avec monsieur Alban Carnavos de l'ENE. Et là, nous verrons comment 3 entreprises ont également changé de métier, l'une dans un savoir-faire artisanal, une autre dans un process produit et une 3e dans le BTP. La transformation numérique va emporter tous les métiers. Nous en avons eu un très bel exemple ce soir avec les métiers d'avocat. Merci messieurs. Et la prochaine fois, nous terminerons sur 3 autres métiers. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée.